Nous sommes avec l'écrivain, le romancier Denis Tillinac, mai 68, l'arnaque du siècle. Le livre est aux éditions Albin Michel. Denis, bonjour. Bonjour. Vous n'aimez pas votre époque, vous le dites souvent, mais finalement, en lisant votre livre, on apprend que vous n'aimiez pas non plus l'époque de mai 68. Vous aviez 20 ans en mai, vous étiez étudiant à Sciences Po à Bordeaux, et dès que les premières révoltes commencent, vous avez décidé de rester spectateur. Je l'ai pas décidé. Moi, j'étais pas politisé. Je découvre. Ça a commencé en 67. Petit à petit, les étudiants se politisaient, c'est-à-dire que les plus malins devenaient le plus cons. Le langage devenait bêtement militant. L'impression de faire des cagots, des bigots. Ils étaient de plus en plus ennuyeux. Tout le monde était soit communiste, soit trotskiste, soit maoïste, soit anarchiste, soit. Je me rappelle plus les étiquettes parce qu'il y avait trois variétés de trotskistes, il y a 2 de maoïstes. Enfin bref, c'était épouvantable. Ils suintaient un ennui terrible. Donc, moi j'avais 20 ans, j'étais romantique, j'étais excité, exalté, inconséquent. Il y aurait eu un idéal un peu frais, un peu mousquetaire, un peu exaltant, j'aurais foncé. Et alors vous tordez le coup plutôt à une idée reçue. Mai 68, c'est pas une révolution heureuse, gaie. Non, c'était le contraire. Oui, j'ai fait ce livre parce que depuis 50 ans, il y a une espèce de glose comme ça, convenue. Mais 60, c'est pas vrai que c'était ludique, c'est pas vrai qu'ils étaient généreux, c'est pas vrai que c'était créatif, et c'est pas vrai que c'était libératoire. Ça n'a rien libéré du tout. Les mœurs, les jeunes, non? Donc il y a malentendu. Les mœurs, c'est l'euphorie de l'après-guerre qui a initié une espèce de libération sexuelle. Il manquait que la pilule. Elle arrive en 57. C'est De Gaulle qui nous la donne. C'est pas Cohn-Bendit. Mais alors donc il y a un malentendu. On en était ravis, hein. Non, il y a un malentendu. Parce que moi je pensais que 68 c'était jouir sans entrave, c'était la liberté. Jouir sans entrave, c'est quand même dangereux. Hein. C'est vrai. Ça prépare toutes les tyrannies et toutes les barbaries. C'est un slogan imbécile. Ça peut aussi autoriser la pédophilie. Par exemple, on a vu des. Il y a eu des livres. On a eu des livres. On va pas. Non mais. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Évoquons. Oui. Voilà. Il est. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'héritage de 68. Maintenant, on en est aux petits enfants des gauchos qui sont devenus des bobos, hédonistes, jouisseurs, sceptiques, pas plus marrant. Finkielkraut, quand même. Libéral. Finkielkraut, il a viré sa cutie. Ouais. Parce que lui aussi, c'était un maoïste. Moins tardivement que maoïste. Oui, c'est tous. Ils ont viré leur cutie. Non, mais oui. Mitterrand, arrivant au pouvoir, les a facilement vénalisés en leur filant des circos, des plans côtois extérieurs, des portefeuilles ministériels, des présidences de sociétés. En même temps, c'est normal de pas penser pareil à 40 ans qu'à 20 ans. C'est vrai, bon, sauf que ça fait un demi-siècle, que les 68ards sont au pouvoir sur le plan politique, économique, surtout culturel. Ça fait un demi-siècle qu'ils nous font la morale. Et qu'ils ont sécrété cette espèce de moraline politiquement correcte dont on commence juste à se défaire. Là, on est en train de changer de génération quand même. Ah oui, il faut bazarder l'héritage de mai 68 dans ce que Lénine appelait les poubelles de l'histoire. Il y a rien à en garder. Vous mettez l'héritage 68 dans les poubelles de l'histoire. Rien à garder. Rien à garder. Ça a laissé de ce pays qui était si doux à vivre, qui était le pays quand même de la subtilité, de la poésie, de l'épicurisme bien compris, une espèce de champ de ruines mentale, morale, intellectuelle, littéraire, dans lequel on a l'impression comme ça que des 2 générations de gosses sont déstructurés et donc pour le plus grand profit du grand capital que les gauchistes prétendaient combattre. Parce que c'est ça le résultat. Jamais le pognon, la frime, la com, le cynisme n'ont été aussi prégnants qu'aujourd'hui. Et c'est ça leur œuvre, c'est ça leur héritage. Alors, à la poubelle. Mais si c'était aussi simple que ça, dans ce cas-là, la France serait unique et mai 68 aurait eu lieu qu'en France. Or, en fait, quand on regarde un peu, qu'on a une vision à la fois historique et mondiale, on voit qu'il y a eu un grand mouvement aux États-Unis
qu'il y a même eu des mouvements dans les pays de l'Est, qu'il y a eu en Italie, au Japon, en Espagne, et qu'en réalité, ce mouvement de libération qui a été entre 65 et 70, non mais ok, je vous accorde, mais ce mouvement, appelez-le comme vous voulez, il est né quand même de gens. Donc moi ce qui m'intéresse sur le côté générationnel, c'est très intéressant parce que les gens qui ont fait 68 sont nés juste après la guerre et ils étaient nés de parents qui étaient nés dans les années 20. C'est mon cas. Donc c'est des gens qui avaient, c'est votre cas, des gens qui avaient vécu la guerre, la guerre et cette guerre et je pense que c'est au moment de cette guerre que la remise de l'autorité, parce que la remise en cause de l'autorité, du pouvoir de l'État, c'est la grande trahison de l'État par rapport à des gens qui y croyaient, qui étaient nés entre les deux guerres. Ils ont 20 ans, eux ils vivent la guerre et l'État trahit leur idéal parce que l'État devient un État. À mon avis, c'est ça la grande arnaque du siècle. C'est plutôt le pétainisme que 68. Mais il y a eu du pétainisme extrême gauche. Et ces enfants-là, ces enfants de ces gens-là, deviennent des 68ards dans un mouvement général, international. Et donc la France, finalement, effectivement, c'est pas grand-chose parce que elle est pas du tout pointue dans ce domaine-là. Elle est comme tous les autres. Donc c'est pas un mouvement français. Alors vous avez raison. Bon, c'est évident que tout ça part des campus américains, tout ça part d'une musique qui s'éloigne du rock traditionnel de ce qui était celui d'Elvis Presley, Chuck Berry, Ray Charles, pour tourner vers quelque chose de plus hard, avec des influences de la musique indienne. C'est vrai que la polarisation de la contestation se faisait autour de la guerre du Vietnam, des Américains, et donc mai 68 n'a rien inventé à cet égard. Ce qui est particulier, c'est une espèce de focalisation sur un espèce de freudo-marxisme beaucoup plus militant, sectaire qu'ailleurs, et puis surtout nulle part ailleurs, ni au Japon ni aux États-Unis, pendant un demi-siècle, on a vécu sur la glosse 68arde. C'est ça l'originalité. Pour ça que j'ai voulu dénoncer. On a vécu sur la glosse freudienne bien plus longtemps. Ça a permis quand même de remettre en cause. Freud n'est pas responsable des conneries qu'on lui a fait dire. Freud, à l'époque, il aurait voté Pompidou comme tout le monde, De Gaulle. Freud était un conservateur éclairé, ne l'embringuait pas dans les... Et son Freud de côté, mais Denis, 68, c'est aussi quand même la remise en cause de l'autorité du père, tout-puissant. C'est la remise en cause aussi de l'autorité du prof tout-puissant, du mandarin. Ça permet aussi quand même de casser la verticalité. Alors peut-être qu'on a été trop loin et qu'on a besoin de remettre de la verticalité, mais ça permet aussi de permettre, notamment aux jeunes, de s'exprimer davantage. C'est pas vrai du tout, ça. La remise en cause, des autorités verticales les unes après les autres, l'Église, l'armée, la police, le phallus paternel, c'est les années 50. La libération sexuelle, l'évacuation des tabous de provenance religieuse, c'est les années 50. Relisez la littérature romanesque de Césanéos, c'est une apologie de l'adultère permanente. Et Dieu créa la femme, c'est 54. Mais la popularisation du phénomène, c'est peut-être pas tout début des années 60. Vous savez, on a des classes moyennes qui s'envoient en l'air comme ça en twistant le rock à Saint-Trope avec sans la moindre vergogne. C'est fini, ça. Donc ça aboutit peut-être à 68. C'est pas vrai, on était tout à fait livrés. L'autorité paternelle, elle avait de gros plombs dans l'aile. Depuis longtemps, c'est la fin des années 50, disent les historiens de la pédagogie, que l'école républicaine, les blouses grises, les astites, les hussards noirs qui sombrent, qui perdent le sentiment d'avoir une mission historique. C'est fort regrettable d'ailleurs. C'est à ce moment-là. Et là, vous avez raison. Suite à la guerre. Mais oui, suite à la guerre, c'est très bien. C'est vrai, suite à la guerre. Donc ça a rien libéré du tout. Alors, on parle de libération sexuelle. Bon, évidemment, c'était les gars dormaient sur des matelas improvisés à la Sorbonne, à l'Odéon ou ailleurs. Bon, il y a quelques libidos tardifs qui ont été dépucelés comme ça, de quelques mal baisés. Mais moi, je me rappelle, j'étais dans l'équipe de rugby junior de la ville où je vivais, où je jouais. D'abord, les prolos, ils étaient soit en apprentissage, soit au boulot. Ils étaient soudeurs, c'était plombiers, c'était bouchers, ils étaient garçons de café. Ils sautaient tous leurs petites amies avec simplement la trouille d'une procréation inopinée. C'était ça le problème. Et ça, c'est pas... Puis quand même, le 22 mars, ça commence par une revendication précise, pouvoir aller dans les pioles des filles. Exactement. Non, dans la cité universitaire de Gentilly, sur
partout. Un peu partout. Enfin, c'est incroyable. On veut la transgression, mais on veut que l'État, ça c'est bien français, que l'État foute son coup de tampon. On dit, madame, monsieur, est-ce que vous m'autorisez à aller dans sa piole sauter votre fille qui a 17 ans, qui est mineure? C'est un peu ça. Je veux l'autorisation. Je veux transgresser. Non, mais ça, c'est pour ça qu'ils étaient pas authentiques. C'est pour ça que j'ai jamais cru que ça serait une vraie révolution. Par contre, si le gouvernement avait pris l'eau, parce que c'était possible, il n'était pas en bonne forme, le gouvernement, à un moment, autour du 13-15. Bon, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez un mouvement gauchiste qui déborde Cohn-Bendit, qui déborde la CGT, le Parti communiste. Bon, vous savez très bien que jamais les Américains auraient toléré un régime crypto-communiste sur leur façade atlantique. Les Soviétiques étaient encore, la France devienne une démocratie populaire. Ils étaient encore plus gaullistes que les Américains. Ça peut être tué même, qu'est-ce que ça aurait fait? On aurait eu un régime à la grecque. On aurait trouvé un colonel, ça se trouve toujours. On aurait 10 000 morts et 50 000 mecs. On préfère un général qu'un colonel. Mais voilà ce que les trotskars de l'époque, qui étaient plus âgés que nous, qui manipulaient les étudiants, on va pas les citer, mais les Gesmar, les trucs, tous ceux qui ont fait des belles carrières après, voilà le risque qu'ils ont fait prendre une génération de dadés politiques, ils les envoyaient à l'abattoir. Vous foutez de leur gueule. C'est lamentable. Vous foutez de leur gueule, parce que vous dites les petits combinards qui prenaient le micro, justement, avec leur slogan qui ne rimait à rien, solidarité, camarades, le fascisme ne passera pas. Et comment vous voulez qu'il passe? Le fascisme n'a jamais existé en France. Ils ont même inventé Occident. Alors c'était l'Arlésienne, on en parlait partout, on en voyait nulle part. Il y a peut-être 2000 fachos d'Occident dans toute la France. Et qui certains d'ailleurs retrouvés dans des gouvernements. On a le droit de changer aussi. Ils ont tous changé un peu. Bon, mais ils ont construit une démonologie médiévale, mais ils étaient puérils. Les slogans sur cette espèce de post-surréalisme imbécile. Tous les pavés, la plage, saigner. Interdit d'interdire. C'est pas Rimbaud, l'autre est Hamon, hein. Non, il y en a qu'un qui était un peu évangélique, que je trouve sympa, c'est le seul. Après l'amour, on fera la révolution. Après la révolution, on fera l'amour, même avec les moches. Bon, celui-là est bien. Mais il est interdit d'interdire. Je sais pas si Madame Schiappa l'apprécierait beaucoup. Il est interdit d'interdire. Mais c'est une post 68 heures sans le savoir, la malheureuse. Bon, Maxime. Mais moi, par rapport à l'extrait que vient de citer Alain, page 47, vous décrivez justement ces étudiants qui bloquent un peu l'entrée en distribuant. Mais j'ai l'impression que moi, vous décrivez ma fac. Comment vous pouvez, c'est incroyable vraiment dans tout livre. 50 ans après, je vous assure que, mais vous pouvez pleurer parce que moi aussi je pleure intérieurement. Comment vous pouvez expliquer au final qu'on retrouve ces mêmes étudiants, ces mêmes idées, ces mêmes slogans un peu pourris? C'est, à 20 ans, on est toujours mal dans ses pompes. Moi, je l'étais autant que les autres. Simplement, c'est intime, c'est quelque chose entre soi et soi. On va pas demander à la société, on va pas foutre ça sur le dos de la société pour lui demander de résoudre nos problèmes de libido, nos problèmes d'idéal qui arrivent pas à s'accrocher à des étoiles dans le ciel. On a tout ça à 20 ans. Bon, mais eux, ils ont voulu qu'on leur donne de l'idéal précuit, de la jouissance précuite. Ils ont voulu tout ça. Non, il y a rien à sauver. Et bon, c'était des copains, hein. Bon, et comment vous expliquez que la jeunesse d'aujourd'hui se rejouer ce mai 68, veut refaire la pièce? Non, parce qu'il n'y a pas de substrat idéologique. Là, il y avait le plat était prêt à emporter, tout était prêt, hein. Il y avait une espèce de freudo-marxisme, une explication du monde et les outils pour transformer le monde par la révolution prolétarienne. Ils se déguisaient tous en Guevara, et vos copains se déguisent pas encore. Tes copains se déguisent pas en Guevara, je peux pas tutoyer un jeune comme ça, mais ils sont mal dans leur pompe. Chacun dans cette société de plus en plus horrible, dans cette espèce d'univers où les imaginaires sont normalisés, où on a l'impression que tout est hors sol, on a un sentiment de dépossession. Chacun a des raisons d'être malheureux, mal dans ses pompes. Et je les comprends, les gamins. Sauf que, je veux dire, Macron y est pour rien, comme De Gaulle y était pour rien, si les gars avaient un problème avec leur zizi, quoi. Denis Tillinac reste avec nous sur RMC numéro 23, mai 68, l'arnaque du siècle, aux éditions Albin Michel. On verra ce que vous pensez justement 50 ans après de ceux qui essaient de faire la jonction des luttes, le soulèvement populaire, les Besancenot, les Benoît Hamon, les Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. À tout de suite. Nous sommes avec l'écrivain Denis Tillinac, mai 68, l'arnaque du siècle, aux éditions Albin Michel. Juste avant la pause, Denis, je te demandais, il y en a qui veulent rejouer le match, qui veulent refaire mai 68. En ce moment même, d'ailleurs, on appelle à des soulèvements populaires, à la jonction des luttes. Et alors, en fer de lance, on a François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Besancenot?
J'en pense que l'histoire repasse pas les plats. Et ou on le mime sur le mode de la comédie, comme disait Marx. Ils arriveront pas à faire la jonction des cheminots, des étudiants et puis des zadistes, parce que c'est un peu ça qu'ils veulent. Ils y arriveront pas parce qu'ils ont pas. Il y a des raisons de contester. Je suis pas entièrement hostile à cette idée de quand même sortir de l'emprise d'un capitalisme qui devient quand même pesant, mais en fait, je crois que le XXe siècle doit sortir du capitalisme. Je pense que il ne faut pas sortir du capitalisme avec les idéologies socialistes issues du XIXe siècle. Faut inventer autre chose. Oui, mais le problème, c'est qu'on l'invente pas, et ceux-là ne l'inventent pas, puisqu'ils font référence à l'idéologie qui a échoué aussi. Hamon a traîné 30 ans au PS. Le PS à la ramasse. Mélenchon a beaucoup de talent. Il aurait pu. En fait, on porte le deuil du Parti communiste dans ce pays. Quand le Parti communiste est puissant, les gamins dilaient pas de la cam à 14 ans, ou piquaient pas des mobs dans les banlieues. Bon. Et Mélenchon aurait pu refaire une gauche radicale qui a toujours existé dans ce pays depuis plus de 2 siècles. J'ai l'impression qu'il est victime un peu, je sais pas, de son ego, de son caractère, alors qu'il a toutes les qualités. Bon, Besancenot s'est installé à la gauche de la gauche, dans ce qui furent les trotskistes. Il a du talent lui aussi. Mais bon, il y a pas de substrat idéologique, ça marchera pas. Et puis on a fabriqué des générations trop de gamins, de gosses, d'ados trop égocentrés, trop jouisseurs. Bon, on l'a fait exprès, hein. Ils ont pas. Faut être un peu sacrificiel, si on veut faire une révolution. Oui, mais Denis, les années 60 n'étaient pas les années 2000. Quand on a 20 ans dans les années 60, on se pose pas la question est-ce qu'on va avoir un boulot, par exemple. Quand on a 20 ans dans les années 60, on se pose pas la question de savoir si on va avoir un logement. Dès qu'on va avoir un boulot, on va pouvoir être propriétaire. Dans les années 60, on se pose pas la question du sida. Dans les années 60, on se pose pas toutes ces questions-là. Donc moi je trouve que c'est très compliqué de faire une comparaison finalement. Oui, c'est pour ça que la comparaison est difficile. Ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il y a plus de raisons que jamais pour que chacun se sente pas bien dans son monde, pas bien dans son univers social. Il y en a qui se sentent bien et d'autres qui se sentent pas bien. Bon, ceux qui se sentent bien, oui, c'est le bobo urbain des métropoles branchés sur les. Ils sont de plus en plus nombreux, hein. Ils sont de plus en plus nombreux il y a quand même plus de gens en métropole aujourd'hui en France que hors métropole. Oui, mais enfin le bobo branché sur l'économie monde, qui voyage, qui gagne de l'argent, qui est dans les success stories. Bon, c'est 10% de la population. Fatima. Seulement 10%. Et les 90% sont malheureux. Mais 90% se sentent dépossédés un titre ou un autre. Alors que fait Macron à l'Élysée, parce qu'il semble être plutôt le candidat de ceux qui sont mais je crois qu'il a conscience qu'il faut qu'il élargisse sa base sociale qui est très très faible, effectivement. Et je crois quand même, je donne l'impression d'être un peu habité par la mémoire de la France. Je sais pas. Mais bien ça pour ça. Je sais pas si c'est Madame Macron, professeur de lettres, qui exerce une influence positive. J'ai envie d'espérer, beaucoup de doutes, mais j'ai envie d'espérer qu'il nous restitue un peu notre mémoire et partant notre art de vivre, notre douceur de vivre, puis un peu notre culture. Fatima. C'est le rôle de Madame, la transmission de la culture. Bon, n'ayant pas d'illusions au sujet de mai 68, je ne les ai pas perdus en lisant votre livre, et j'ai pensé alors pourquoi je n'ai pas d'illusions. Alors je n'étais pas né en 68, mais mon père était là et bien là, et il était ouvrier. Et donc il m'a raconté mai 68 d'un autre point de vue déjà. Moi j'ai toujours vécu le mai 68 du côté prolo, du côté prolétaire, parce que c'est mon milieu. Et ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est que vous avez cette conscience de classe. J'ai l'impression qu'au milieu de vos amis, qui sont plutôt de petite bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, vous donnez à chaque fois le milieu social, et vous avez ce regard-là. Est-ce qu'il y a eu de mai 68 ? Oui, vous avez tout à fait raison. On peut parler que de ce qu'on connaît. Moi, j'étais étudiant dans les facs, sauf peut-être un tout petit peu en lettres, mais marginalement, des prolos, j'en ai jamais vu un. Mes copains, ils en avaient jamais vu un, parce que les prolos, ils étaient à l'apprentissage ou déjà au boulot.
en usine. Vous avez raison. Alors, j'ai zappé par définition. Oui. Bon, moi, j'ai vécu cette contestation étudiante, libertaire, avec beaucoup de guillemets. Il y a effectivement, à partir du 13 mai, à partir du moment où se décrète la grève générale, et où la CGT et le Parti communiste, c'était les Siamois à l'époque, se rentrent dans la danse, peut-être pour éviter d'être débordés par les gauchistes qu'ils détestaient au début, dans les 15 premiers jours, ils les vouaient aux gémonies. À partir de ce moment-là, ça devient la classe ouvrière émet des revendications qui sont les siennes, qui doivent être légitimes, puisqu'elles ont quand même, il y a eu 35% d'augmentation du SMIC, plus de 50% de l'augmentation du salaire minimum agricole. Bon, et on n'a pas l'impression que les grands patrons en ont beaucoup pâti. Donc, leur revendication est légitime. Celle-là, je la respecte. Vous respectez plus la révolution ouvrière que la révolution étudiante. Je la respecte totalement. Je ne l'ai pas connue. Je ne pouvais pas la connaître. Il n'y avait pas un prolo dans l'entourage. Je le reconnais. Et mon autre point, vous dites, des idéologues ivres de haine embarquent une génération dans la fuite hors de soi, en disant qu'on retrouve finalement un pot pourri de leur tristesse, et que ce pot pourri individuel, de tristesse individuelle, va s'incarner en un prêt à penser. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui on retrouve la même chose, c'est-à-dire une absence de sens pour beaucoup de personnes, et ces personnes-là vont le retrouver dans un sens clé en main, dans des explications du monde binaires et faciles. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut retrouver ça aujourd'hui aussi? Oui et non. Bon, les malaises, les motifs de malaise existent, sont un peu différents, mais le monde a quand même il y a un sentiment de précarité qu'on n'avait pas. D'ailleurs, bon, il n'y avait pas de chômage. On allait en fac pour apprendre la vie et l'amour et le reste. En attendant, on était des bourgeois favorisés, j'allais dire, au boulot le plus tard possible, tant que papa et maman peuvent payer. Ça, c'était ça. On avait ça. On n'était pas de précarité. Bon, le monde était bipolarisé. Il y avait quand même, je rappelle qu'on était en pleine guerre froide, mais bon, moi j'ai toujours eu conscience que ma liberté, ma dissidence, qui était aussi anarque que Cohn-Bendit, et puis je suis resté, était protégée par les missiles américains. Il y avait le monde libre et puis le monde communiste. Alors, une révolution. Bon, mais le monde communiste leur proposait, vous l'avez dit, un prêt à penser, un prêt à agir clé en main, avec tous les outils d'un marxisme qui était d'ailleurs anti-stalinien. Il commençait à l'être, les copains, mais il était trotskiste ou maoïste. Comme si Trotsky avait supplanté Staline, comme si ça aurait été moins horrible. Je pense que ça aurait été peut-être pire encore. Bref, tandis que là, un coup de développement personnel, un coup de yoga, un coup de sagesse orientale. Un coup de mal-être. Surtout un coup d'internet. Un petit coup d'internet qui aplanit quand même la pensée. Voilà, oui, donc je pense que moins que jamais, ils sont susceptibles, comme ça, d'accrocher des aspirations vagues à quelque chose qui en fasse un idéal avec un peu de transcendance. Il y a un idéal aujourd'hui. La radicalisation, par exemple. Il y a un idéal mortifère. Sauf peut-être l'islamisme radical. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là qu'on retrouve? C'est pas hasard, vous avez raison. Et l'écologie radicale. Moi, quand je vous ai lu, j'ai lu un peu en écho. On a L'homme sans gravité de Charles Melman que vous avez lu. On en parlait en antenne. Où il y a des jeunes sans limite, justement, à la recherche d'une limite, des jeunes malades de cette jouissance sans entrave, qui sont à la recherche de ça et qui sont à la recherche, justement, de l'absence de liberté, paradoxalement, et qui vont trouver quelque chose de très rigide, une forme comme un bébé qu'on emmaillote, quelque chose de très serré pour ne fuir de soi. Est-ce qu'il y a de ça? Vous avez raison, c'est pour ça que votre mission, vous les pédagogues, va devenir capitale. Il faut reconstruire. Ouais, c'est ça. Il faut de la déconstruction. Je veux pas réduire la pensée de Lyotard, de Foucault, de Guattari ou de Derrida au fait d'avoir complètement chamboulé tout ce qui était de l'ordre de la verticalité, qui quand même structure, qui donne une colonne vertébrale. Mais enfin, on a quand même on est à la deuxième génération, un type qui ont du mal à tenir droit sur leur pompe. Donc il faut reconstruire, et c'est remettre du sens. C'est votre mission, remettre du sens. Oui, mais reconstruire comment? Parce que le problème, c'est quand on dit ça, il y a un côté derrière un peu réactionnaire. On va faire comme avant. On ne fait jamais comme avant. L'État ne repasse
passe pas, mais on refait jamais comme avant non plus. L'uniforme, la dictée. Non, alors effectivement, la tentation, c'est qu'on, de même que la mondialisation produit en réaction des crispations identitaires, et donc il faut essayer, le travail, ça va être de se demander quelles sont les identités qui méritent d'être défendues pour créer du nous et ensemble, et quelles sont celles qui sont crispées et qui vont... Et les valeurs, voilà, des valeurs. Donc il y a tout un travail de fond. Finalement, c'est assez exaltant d'être jeune comme vous, parce que vous avez, ils ont tout détruit, et vous allez tout balayer. Alors le risque, de responsabilité, Maxime. Tu l'as le risque, effectivement, les seuls qui comment dirais-je, s'agrippent à une transcendance, et hélas, effectivement, c'est les musulmans radicalisés. Ben oui, indiscutablement. Mais c'est une idéologie mortifère. Et puis c'est pas notre culture. De toute façon. Non, mais c'est une idéologie mortifère. Et c'est une idéologie mortifère. Ou alors les véganes, les intégristes ne faut pas manger d'œufs, faut pas manger de poisson, de viande, les intégristes qui divinisent Gaïa, la terre, une espèce de retour au polythéisme antique qui, je crois quand même qu'on est des judéo-chrétiens et qu'on aurait intérêt à le rester, hein, parce que c'est ça qui nous a, ça avec la romanité et l'hellénisme, c'est ça qui nous a encadré, donc retrouver un peu ces racines. Des valeurs au-delà de ça aussi. Oui, mais les valeurs, elles viennent de là. Hein. Les valeurs, elles viennent. Pas forcément uniquement autour du religieux. Il y a des valeurs. Quand même du judéo-chrétien, elles viennent du Christ et d'Aristote. Pour l'essentiel. De la pensée. Y compris la démocratie. Donc revenons un petit peu à ça, et puis l'idée d'une transcendance. Une bouteille de vin au milieu aussi, c'est pas mal. Et avec les valeurs, on est d'accord. Mais le vin et les Romains, donc le vin, mais pas le vin frelaté, pas le vin. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui la viande c'est pas bien, le vin c'est pas bien, la cigarette c'est pas bien. C'est pas moi qui vous dirais. Je sais. Alors c'est pas bien, certes, c'est l'abus qui n'est pas bon. Avec une pilule de Nicorette dans la bouche pour pas devenir fou. Ouais. Mais Denis, le problème c'est que là on parle de nous, là, la France qui serait donc un territoire un peu comme le village. Si déjà elle était le conservatoire d'un art de vivre, mais aujourd'hui ça serait déjà pas mal. Oui, d'accord, mais aujourd'hui le monde est ouvert. C'est vrai. Et donc comment on fait? Alors il faut quand même on va pas refermer ce monde-là. Non, on le refermera pas. Et en même temps, effectivement, faut pas que les gens se sentent déracinés. Il faut inventer, il faut méditer sur la notion d'identité, hein, pour pas s'embarquer vers des identités foireuses. Qui fait ça, le politique? Non, c'est mal barré. Non, mais le politique, ne soyons pas poujadistes. Le politique est là il est élu pour 5 ans pour gérer des bacs à fleurs et puis des trottoirs d'autobus, hein, ces trucs. Les religieux, les philosophes, les penseurs n'ont rien, pour le moment, ne disent rien depuis 50 ans. Donc c'est à eux qu'il importe. Je sais pas s'ils disent rien ou si on ne les entend pas. Parce que je pense aussi que le monde de l'édition, il est aussi, il y a un entre-soi dans le monde de l'édition, et on ne veut pas de certaines voix. C'est toujours les mêmes qu'on voit aussi. Il y a Denis s'appelle Google l'intellectuel aujourd'hui. On cherche une idée. Il n'y a pas de création de pensée. On va sur Internet et enfin on trouve ce qu'on attend et ce qu'on veut et sa propre vérité qui a un écho. C'est pas ça de la création de pensée. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai, mais alors soyons pas totalement pétistes. Il y a quand même des bons philosophes ou sociologues qui essaient. Regardez le tour qu'a pris la réflexion de Finkielkraut, qui était vraiment un gaucho assez buté il y a encore 30 ans. Regardez Christopher Lasch, il y a des philosophes comme ça. Michel Onfray. Vous parliez de Melman dans le monde de la psychanalyse et même dans le monde des lacaniens où il y a un peu de tout. C'est Michel Onfray. C'est mort. C'est pas complètement mort. C'est mort. Ça n'existe plus. C'est un vieux. C'est une vieille moderne, dégonflée totalement. Dans le lacanien. Et heureusement. Et le freudisme aussi. Ça y est, c'est mort. Je crois pas. Si, complètement. Enfin bref, il y a une effervescence depuis 10 ans. Il y a une contestation des idées convenues qu'il n'y avait pas avant, quand même. Des historiens, disciples de Furet, tous les bons historiens qui ont 35, 40, 45 ans sont plutôt conservateurs, très critiques sur l'héritage de la Révolution française. Et c'était pas vrai avant. Hein. Moi, j'ai appris l'histoire. Soboul, Mathiez, Henri Lefebvre, c'est des historiens marxistes. Et le reste à l'avenant, il y a quand même on a l'impression quand même que c'est pour ça d'ailleurs leur commémoration de mai 68, ils rasent les murs, ils sont honteux, ils sont pas bien dans leur pompe, ils sont. Cohn-Bendit, il dit, moi, j'ai pas envie de commémorer 68. Mais Cohn-Bendit, qui était le moins con de tous. Bien compris.
Ah, vous êtes cruel pour Dany le Rouge. Non, mais bon. Peut-être que justement, lui, il a compris qu'il fallait pas commémorer. Finissez votre phrase et vous avez dit c'est le moins con de tous et... On le sentait, parce qu'il y avait, regardez les photos de Weber, qui lui aussi a changé, qui est sympa et plein d'humour, je l'aime bien. Geismar, pas l'air de 11h du soir au Boulogne, je me tire quand même. Je me fais un peu peur toujours. Mais ils étaient terrorisants. Hein. Bref, tous ces mecs-là, regardez les photos, c'était dur, hein. C'est la gueule de Lénine ou de Trotsky. Pas Cohn-Bendit. Il y avait une espèce de malice dans le regard. Il était d'ailleurs pas affilié à une idéologie précise. Au second degré. Ouais. Et puis, il était moins con que les autres, et puis il l'a prouvé. Merci Denis Tillinac d'être passé par le Grand Oral DGG. Mai 68, l'arnaque du siècle, c'est aux éditions Albin Michel. Grand Oral, c'est quoi ma note? Comment je vais le savoir? Grand Oral, oui. La vente des bouquins. Fatima, la note pour Tillinac. Fatima. On note plus maintenant. Il a gommette verte. Il veut. Merci Denis.